Salut messieurs, Salut Gab! en forme? Yes. Ouais. Oui, ça va bien. Merci les gars. J'avais hâte qu'on se parle. En fait, j'aurais aimé ça qu'on se parle là, pour vrai quelques minutes après le combat quand c'était chaud, 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 puis que tout le monde était comme renversé par ce qui venait de se passer. On s'était promis qu'on se reparlerait après ce gala-là de la UFC 257, le fameux retour de McGregor. Les gars, je pense que c'est, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça a bouleversé tout le monde. Vous êtes deux grands fans, là, Will et Anto, de Conor. On en a parlé à la fin de la semaine passée. À brûle pour point, là, je veux entendre vos états d'âme là-dessus. Là. Allez-y, laissez-vous aller. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat-là? Will, tu veux commencer? Ouais, ben je vais essayer de comme organiser mes pensées là, puis de formuler quelque chose de clair. Ben, j'avais beaucoup d'incompréhension. Après le premier round, je trouvais que Connor, je sais pas, il avait pas l'air confortable. Puis lui-même, en conférence de presse, il est revenu après, puis tu sais, il l'a dit que ça, pour lui, il se sentait plus ou moins confortable. J'ai pas compris la stratégie du coin, le corner de McGregor. J'ai pas compris c'était quoi leur plan. Il n'y a pas eu d'ajustement. On a vu que Dustin, tu sais, les leg kicks, c'était vraiment le plan, parce que McGregor, on le sait, son stance, il est vraiment wide open. Puis avec un leg kick, ça peut bouleverser tout le plan de match. Puis il a été, puis il a suivi son plan. Je ne sais pas pourquoi les gars n'ont pas pensé à être plus agressifs. En gros, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Avant qu'on tombe dans tes émotions, si on parle du match en tant que tel, Anto, t'as remarqué quoi, toi? McGregor focus énormément sur sa boxe, puis on voit sa boxe était meilleure, plus technique en termes de propre boxe, mais ça te donne une stance tellement lourde sur tes jambes que quand tu te fais frapper sur le nerf péronéal, le nerf avant, là, il y a tellement de poids dessus, la jambe, elle va mourir direct là. Je veux dire, tu le voyais après, là, il y avait des crutches, là, pour s'aider à marcher, parce que je pense pas qu'il aurait pu en prendre 3-4 autres. Dustin l'a totalement surpris avec un takedown en commençant. Tu le voyais que, je veux dire, il a défendu Khabib, mais il s'est fait takedown aussi rapidement par Poirier, qui n'est pas un lutteur particulièrement. C'était vraiment par surprise. Il n'avait pas l'air, comme tu dis, Will avait dit, il n'avait pas l'air confortable, dans le sens que euh, tu viens rouiller rapidement dans ce sport-là. Puis quand je veux dire, il est revenu contre probablement. Ben, il nous a montré qu'il était un des meilleurs au monde samedi. À froid comme ça, c'est un peu rough. Là. C'est pas. Ça a paru. Là. George, avant que j'arrive avec ma série de questions, as-tu des observations? Ben écoute, l'observation numéro 1 que j'ai de ce combat-là, McGregor est arrivé en force, on le savait. Conor avait toutes les motivations à arriver en lion dans ce combat-là. Par contre, ce qu'on voit, là, puis on va sûrement en parler là, dans tes questions, Conor s'est quasiment pas battu, alors que Poirier se bat quand même souvent. Ça fait une différence, on le sait, on en a entendu parler. On est juste lundi. Hier, ça faisait la toile partout. Il faut que Conor se bat. Moi, je ne suis pas prêt à dire que ce gars-là est hors de la discussion comme s'il pourrait revenir pour un combat de ceinture. Il est capable. Mais il faut lui donner des combats. Je veux dire, c'est comme si on y va dans un autre sport, alors OK, mais si quelqu'un ne se pratique pas, mais quand il arrive pour jouer dans un match, ben, ça ne va pas bien. Donc, c'est ça. Mais tu sais, sinon, Poirier, il ne faut pas non plus négliger que Poirier, c'est quand même un excellent combattant. Là. Je veux dire, moi j'ai une pensée derrière moi qui veut dire qu'on dirait que c'est quasiment arrangé. On le sait, au niveau monétaire, la trilogie est payante. On l'a vu plus qu'une fois. On le sait déjà que c'est dans les discussions Poirier-McGregor 3. Mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Gab, je vais te laisser y aller avec nos questions. Mais c'est ça, pas nécessairement déçu, mais quelle performance de Dustin Poirier. Il faut quand même le souligner. Il faut y donner. Absolument. On y reviendra peut-être du arrangé. Là. Moi, je ne trouvais pas que ça ressemblait d'une fin de combat arrangée, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mon but n'est pas de vous faire pomper, les gars. Je sais que vous êtes des fans. Je vous l'ai dit un petit peu après chaque événement sportif. Moi, quand la façon que j'observe ça, je vais toujours chercher le pouls un peu de ce que les gens en ont pensé. Je vous dis, je vais sur les forums, je vais sur Twitter, tout ça. C'est sûr que c'est souvent des gens frustrés pour X raisons qui vont aller écrire leurs commentaires. Mais quand même, des fois, tu
peux te rattacher à une observation que tu as faite, puis je ne suis pas le seul à avoir vu ça, je le valide. Tantôt, on en a parlé un petit peu avant, là, les gens ont été rapidement méchants avec Connor. Est-ce qu'il revenait souvent? Est-ce qu'il est surestimé? Est-ce qu'il est fini? Je pense que Connor a peut-être la personnalité pour qu'on soit plus rapidement méchant avec lui à cause qu'il est cocky et qu'il a joué beaucoup à ça. Ça fait que c'est le cas plus fun pour ceux qui ne l'aiment pas d'aller le taper dessus après. Est-ce qu'il est surestimé, les gars, ce gars-là? Est-ce qu'il est fini? Je veux savoir si votre opinion a changé, là, vous autres, en voyant ça. Est-ce que c'est venu vous chercher vous avez fait fuck? Surestimé, non. Non, parce qu'il n'a pas mal paru non plus, dans le sens qu'il l'a frappé aussi. Là, même Poirier l'a admis. Il m'a shaké. C'est pas une question de surestimer. Je pense qu'on a sous-estimé Dustin Poirier versus surestimer Conor McGregor. Mais l'inactivité a frappé vraiment, lui a vraiment nui. Est-ce qu'il se défendrait plus avec une. S'il y aurait plus faim aussi, est-ce que c'est la fin du sport? Aussi, ça ne change rien, lui, qu'il fasse 5 millions hier ou qu'il fasse pas une scène. Est-ce que ça peut jouer un peu? Mais je pense que c'est plus un cas de sous-estimer Dustin Poirier que de surestimer quand même. Voyons, oui, ça t'a-tu choqué? Ça t'a-tu frustré? Je t'ai senti un peu frustré. Oui, ben c'est surtout que, tu sais, on le sait, ce qui est effectif contre Dustin Poirier, visiblement, d'où l'issue du premier combat, l'agressivité, mélanger les combinaisons, y aller avec des trucs flamboyants, pas laisser le temps à Dustin de se reposer, être dans sa face. Là, c'était plus ou moins ça. Tu sais, c'est pas des caves là, qu'il y a dans le corner à McGregor. Je pense qu'il y a du moins parmi les meilleurs coachs au monde, il y avait une stratégie. Moi, personnellement, c'est mon opinion externe, je pense pas que c'était la bonne. Puis je pense aussi que Dustin Poirier, comme George l'a dit, il faut lui donner qu'on l'a sous-estimé. Anto l'a souligné aussi, on l'a sous-estimé parce que quand tu te bats contre McGregor est tellement gros que son adversaire, on l'oublie. Mais ouais, j'étais un peu choqué. Mais bon, est-ce qu'il est fini? Pas du tout. Est-ce qu'il va revenir? J'en suis certain. L'inactivité, c'est dur pour un combattant. Il n'y a pas une session de sparring. Il n'y a pas. T'as beau faire 250 rounds de 5 minutes dans l'année, c'est rien à comparer l'intensité qu'un autre gars qui veut t'arracher la tête, qui est aussi entraîné que toi. Dustin Poirier avait la motivation de se dire hey, tu m'en as encore en 90 secondes, mais check bien ce que je vais te faire. Puis le takedown, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à une guerre. L'autre t'arrive avec un takedown, c'est comme parfait. À ce soir, c'est moi qui va contrôler le pace. T'sais. Fait que oui, je suis déçu, mais je crois pas qu'il est fini, puis je crois pas que Conor est moins bon. Là. Mais malgré ce que vous avez dit, justement, le takedown, les coups de pied sur les jambes, avant la série de coups de poing, moi, je donnais l'avantage à Conor et je trouvais qu'il était en contrôle de ce combat-là. Là. Il a gagné le premier round. Dans le cage, puis là, il y avait même les gants, les mains basses, Conor, puis est-ce que c'est à ce moment-là qu'il l'a pris peut-être trop à légère ou qu'il était en confiance trop? Mais assurément, il y a un coup de poing qui a fait trop mal, puis ça s'est terminé là. Ouais, c'est un direct, c'est une gauche qui était contre la cage, il dodgeait les strikes, mais il y avait trop de volume pour pas mettre tes mains dans les airs. Il s'est fait pogner, puis c'est là que ça s'est terminé. Là, je veux dire. Tes réflexes, à un moment donné, sont aussi bons que ton temps de réaction, puis tu ne veux pas, quand tu te fais pogner, ton temps de réaction diminue, tu es plus vulnérable. Puis le crochet de droite qu'il a mis par terre, là, c'était vicieux. Là. Je veux dire, il n'y a pas grand personne qui sont encore debout. Puis, c'est ça, Poirier il a senti qu'il l'a atteint, puis il a capitalisé. Pour lui, c'est ça, il n'y avait pas d'hésitation. C'est là que ça se joue pas. Il ne pouvait pas manquer cette occasion-là, puis il a capitalisé. Will te parlait un petit peu de plan de match. Est-ce qu'un gars comme McGregor peut se présenter à un combat de cette envergure-là, tout en pandémie? Tout le monde écoutait ça. Est-ce qu'il peut vraiment arriver pas prêt ou pas prêt de la bonne façon? Est-ce qu'il a pu négliger de quoi dans son entraînement? Ben, je pense pas qu'il a négligé quelque chose dans son entraînement. Je pense qu'il y a eu un excellent training camp partout à travers le monde avec des combattants de diverses catégories. Je pense qu'il y a eu un bon camp d'entraînement. Par contre, je pense qu'il ne s'attendait pas de rencontrer... En fait, non, je pense qu'il s'attendait de rencontrer un Dustin similaire qu'il avait rencontré en 2014. Puis quand même qu'on va dire que Dustin a évolué, tant que tu ne l'as pas, qu'il te varge les jambes, tu le réalises peut-être pas. Puis je pense que le takedown, puis
les coups de pied aux jambes l'ont vraiment, vraiment surpris. Mais, tu sais, Dustin Poirier, pendant la conférence de presse ou après, je ne me rappelle plus, il a dit au premier round, tu sais, Conor, il a donné une bonne main gauche, puis, tu sais, on l'a même vu pendant le combat, il a fait comme, OK, fuck, faut pas que ça réarrive parce que c'est sûr que, tu sais, je pense pas le round. Lui a fait les ajustements nécessaires. Je sais pas, tu sais, puis faut pas non plus mettre ça sur le camp d'entraînement puis sur les coachs. Tu sais, c'est l'athlète qui, dans la cage, décide de performer comme il veut. Puis des fois, tu sais, il y a la game mentale de comme, voyons, tu sais, je te donne des mains gauches depuis tantôt, puis ça se passe pas. Tu sais, je pense que McGregor était prêt. Je pense juste que peut-être qu'il sentait un peu moins le moment venu. Puis, tu sais, dans du haut niveau comme ça, tu sais, ça te prend une seconde où est-ce que tu n'es pas focus, puis c'est terminé, là. Mais c'est ça. Il y a une question aussi de. Je pense dans la préparation, qu'est-ce qui manquait, c'est quand il a dit j'ai jamais reçu un coup de pied à cette hauteur-là. C'est-à-dire le coup au mollet, je veux dire, c'est une mode dans le sport qui est comme très répandue. Je comprends pas que personne lui ait jamais frappé comme ça. Est-ce qu'il reçoit trop de respect dans ses séances d'entraînement, puis les gars vont pas aller avec des coups comme ça? Mais tu sais, surtout quand le gars il est lourd sur ses jambes comme ça, c'est un petit questionnement qui est passé dans ma tête. Comme, il n'y a personne qui lui lance ce strike-là. Peut-être qu'il s'entraîne peut-être un peu trop unidimensionnel dans ce cas-là. Puis la seule question que j'ai eue au niveau du plan de match, mais je pense que le gars était prêt en général. C'est pas les coachs. Moi, j'achète la théorie du gars qui a moins faim parce qu'il est rendu multimillionnaire. Là. Ça fait beaucoup de sens versus le gars qui se lève encore à 6 heures à tous les matins pendant que l'autre fait toute la planète et qui se saoule. T'en as un qui continue à se lever et qui veut être champion. Je pense qu'il y a une dimension-là qui fait une différence. Mais le Conor cocky est passé où? Hey, pour son ego, tu as beau avoir toute la richesse du monde, un peu comme Ronda avait vécu. De te faire exploser devant tout le monde comme ça, alors que tout le monde t'attend, ça doit faire mal, ça doit être immense. Le Conor Cocky, c'était-tu un personnage ou il est encore. Ça vient le secouer au fond de lui, c'est sûr. Ouais, C'est écoute, sûr. c'est sûr qu'il est là, mais il n'y a plus besoin de faire ça. Il a bâti ce personnage-là clairement pour son marketing et tout. Conor n'a plus besoin de ça. On en avait parlé dans l'épisode là, juste avant le gala. Maintenant, Conor, il se bat pour le sport puis parce qu'il veut le faire. Cocky ou non, il n'y a pas besoin. Puis, tu sais, on l'a vu, il n'a pas été vraiment non plus très, très attaqué par les commentaires de Khabib sur son fait qu'il a changé son personnel d'entraîneur. Donc, tu sais, je pense pas qu'il est perdu. Au contraire, c'est sûr, ça fait mal, ce gars-là. Il a une belle image, mais ça n'affectera rien. Il ne faut juste pas non plus qu'il se ramasse avec une série de 3 défaites. Là. Peut-être que ça pourrait faire mal, mais encore là, on l'a dit, il y a un whisky au-dessus d'1 milliard de dollars. Là. Lui, je pense qu'il ne fait pas ça pour l'argent, il fait ça pour le plaisir. Moi, c'est la seule affaire, moi, j'ai pas aimé, là, parce qu'on a comme fait un tour de table sur le dernier combat. Là. Moi, j'ai juste pas aimé entre le 1 et le 2. Comment ça, Conor reste debout, se fatigue tout seul, à rien faire. Moi, je pense qu'il y avait vraiment une grosse dose de confiance. Parce que là, il se disait, hey, je me suis pas trop battu, mais crime premier round, le premier round, il l'a dominé, là, on le sait tout. Moi, j'ai pas aimé ça. Je pense que c'est un non-verbal. Puis moi, je suis pas d'accord non plus avec son mouvement de personnel. Là. Je trouve que ça l'affecte. C'est une question stratégique, le rester debout. En fait, c'est que quand tu manges des leg kicks comme ça, tu ne dois pas t'asseoir parce que c'est là que le sang va s'accumuler. Il y a beaucoup d'études là-dessus que le sang va s'accumuler dans le jambe, puis ça va comme rester là, ça va être pire. C'était pas une question de confiance, je pense que c'est vraiment une question de santé, peu importe. Okay. Si tu veux rester debout, tu veux comme pas reposer la jambe parce que quand tu vas te relever, ça va être 10 fois pire. C'était plus pour ça. Ah, je savais pas. Merci. George, tu as dit un petit peu ton opinion là-dessus là, dans ta dernière réponse, mais je pense qu'un détracteur de Conor aurait sûrement un autre point de vue total, là, mais est-ce qu'il n'est pas en train d'entacher l'héritage qu'il laisse au sport? Je veux dire, à un moment donné, on le dit souvent, les gars devraient se retirer au sommet de leur art et tout. Là, OK, c'est correct. S'il revient une autre fois, est-ce que déjà là, l'intérêt des fans va être moins là? Si ça arrive encore, est-ce qu'il est juste en train de descendre dans les échelons? Je veux que vous soyez honnête par rapport à ça le plus possible, malgré votre fanatisme. Ben, tu sais, la loi du fight game, c'est win some, lose some, tu comprends? Je pense que la seule tâche qu'il peut avoir, c'est qu'il n'avait jamais été fini. Puis là, malheureusement, il a été TKO. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus dommage. C'est pas la défaite, c'est plus la manière dont le combat s'est terminé. Une décision, c'est une décision. Une soumission, on savait déjà que c'est déjà arrivé. Whatever. Un TKO, plus dur à encaisser. En termes de dommages, c'est pas si pire que ça. L'arbitre a arrêté ça au bon moment. Là. Mais, tu sais,
Non, je pense que Connor, avec un bon mindset, plus actif, non, je pense pas qu'il a descendu. Puis je pense pas qu'il perd de la valeur non plus. Puis ça ne l'a pas tant entaché que ça. Je pense pas que c'est quelque chose qui va. Tout va dépendre de son prochain combat. S'il éclate le gars en 40 secondes, une fois de plus, on va faire OK, Connor is back. S'il perd à nouveau, ben là, ça va être de se reposer la question à ce moment-là. Mais tu sais, je relance moi un peu, là, comme tu as posé la question, on va le voir tout de suite, là, comme Will l'a dit. Moi, je m'attends à ce que Connor se batte au moins 3 fois en 2021. Là, ça va te prouver qu'il est là pour se battre puis qu'il va rester. Cependant, oui, s'il gagne en 40 secondes contre son prochain adversaire, je suis désolé, mais contre Donald Cerrone, ce n'était pas un adversaire de taille de Connor. Ça y prend des gros adversaires. Là, ce qui va arriver, là, puis je sais que ça va arriver, on va aller chercher un adversaire de Connor qui, on pense qu'il est prometteur, mais il n'est pas de talent pour McGregor, puis il va sûrement le battre au premier round. Donc, ça va ramener l'intérêt de Connor, puis de la UFC va se remplir les poches, Connor va se remplir les poches, tout le monde alentour va se remplir les poches. Donc, moi, c'est la seule affaire que j'aime pas. Je ne suis pas prêt à dire que Connor est plus capable de se battre. Là. C'est un des meilleurs, puis je pense qu'il va se battre encore, mais j'aimerais ça qu'il y ait une sélection d'adversaires de talent au moins. Puis que si Connor, là, il est frêlé, il est frileux, puis il ne veut pas se battre contre des gros noms parce qu'il a peur de perdre, ben moi, tant qu'à ça, honnêtement, j'arrêterais. Tout simplement. Il n'y aura pas de petit nom. Tu ne peux pas avoir un petit nom. Tu sais, Cerrone, c'est un gros nom. Oui, il n'est peut-être pas de taille. Moi, je trouve que c'est écrit dans le ciel, ça va être Tony Ferguson. Pourquoi? Parce que c'est un bon match-up. Parce que Ferguson est bon au sol, mais pas capable de t'amener par terre. C'est pas un lutteur, c'est juste un jiu-jitsu sur son dos. Puis il prend énormément de dommages. Debout, là, il n'y a pas vraiment de défense. Fait que c'est vraiment un gars comme ça qu'on veut le mettre contre pour montrer ses skills. Puis Ferguson revient de 2 grosses défaites. Une contre Justin Gaethje qui l'a rincé du round 1 au 4. Puis Charles Oliveira qui l'a démonté raide, qui a probablement cassé le bras. Je ne suis pas convaincu. Ou Nate Diaz. Moi, ce que je vois, c'est Tony Ferguson pour se remettre en forme, puis Nate Diaz 3 pour la grosse argent. C'est écrit dans le ciel. 2 gars, par contre, que effectivement, je les vois pas comme des gars top. Même Tony Ferguson, même s'il est toujours au top, mais on a des grands coachs de MMA, on tout te dire que ce gars-là, il est trash. Il n'y a pas de fondamentaux. Il est spectaculaire dans le sens que c'est un zombie, mais il n'y a pas de skills fondamentaux. Fait que moi, c'est écrit dans le ciel, c'est Tony Ferguson, ensuite Nate Diaz ou un à l'envers de l'autre. Mais c'est sûr, effectivement, je ne le mettrai pas à Justin Gaethje, je ne le donnerai pas à Justin Gaethje tout de suite. Peu importe, ça serait quoi ses autres fantasmes de combat. Je ne veux pas revoir un Khabib tout de suite. Moi, c'est ce que je vois dans le futur pour. S'il gagnait samedi, on s'entend sky de limite. Là, et, je veux dire, encore des beaux gros combats payants devant lui et tout. J'en doute pas qu'il peut en avoir d'autres, mais tu sais, il y a quand même un genre de branding à entretenir. Déjà qu'il était plus poli, il n'était plus le fucker qu'on avait connu avant puis après le combat, même quand il a parlé. J'ai l'impression que s'il en échappe encore un ou deux, il ne peut pas étirer ça 5 ans de même, la sauce à faire des gros combats payants. Je veux dire, il perd un peu de son lustre malgré tout, non? Mais tu sais, il n'y a aucun gars dans l'UFC, surtout dans le top 10, qui peut s'enligner 3 défaites, puis encore après ça être tête d'affiche et ou faire parler de lui. Tu sais, c'est plate à dire, mais tu sais, la UFC s'est rendue beaucoup plus populaire que ça l'était. On le consomme vraiment de manière plus rapide, si on veut. Puis les gens, tu sais, ils écoutent ça un peu parce que, OK, ouais, ce gars-là, d'un côté, ce gars-là, whatever. Mais tu sais, si t'en perds 3, les gens t'oublient puis ils passent à autre chose parce que justement, ils veulent consommer encore plus. Fait que, il n'y a personne dans le top 10 qui a du cloud, si on veut, qui peut s'enligner 3 défaites puis qui continue. C'est la même loi pour tout le monde. Conor McGregor n'est pas différent de ça. Ça ne veut pas dire que tu perds 3 en ligne, que tu es nécessairement moins bon. Il y a plein de choses à considérer, mais c'est sûr que 3 défaites en ligne, par exemple, ça fait mal, peu importe qui. Tu sais, si tu me permets, là, tu regardes John Jones, il s'est fait prendre combien de fois pour dopage, il va toujours revenir au top. Il y a peut-être des petites exceptions. Moi, pour revenir à l'affaire que tu as dit, Gab, dans ta question, c'est est-ce que ça aurait été sky's the limit, si on peut se permettre l'anglicisme? Moi, je pense que si ça avait été une victoire au premier round, absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Conor l'a dit
Dana White l'a dit les semaines avant, eux, ils voulaient absolument un combat d'au moins 3 rondes pour entrer dans les rondes de championnat, pour au moins dire, OK, Conor, il a vécu de l'adversité, puis ça a bien été. Je te garantis là, que moi, si Conor avait gagné au premier round, on aurait tout, il y aurait eu la folie comme, oh, il a gagné au premier round. Mais je vous jure, là, une semaine après, on aurait entendu parler, contre Donald Cerrone, ça a fini au premier round. C'est quand Poirier, ça a fini au premier round. Poirier, voyons, McGregor, il a reçu tant les adversaires que ça. Fait que moi, je suis pas sûr de dire que c'était sky's the limit s'il remportait là, au premier round. Mais ça, c'est une opinion que moi j'ai, puis avec ce que j'ai entendu, c'est ce que je pense, mais je peux absolument me tromper, là, les opinions sont toutes bonnes. Puis on va s'entendre, les gars, là, Khabib, il n'y en a plus. Là, il ne revient pas avant une couple d'années. Là. C'est Dana White qui nous pousse la sauce. Il va revenir, il va revenir, il va revenir. Même si McGregor a gagné, il ne serait pas revenu. Fait qu'à moi, c'est Dustin Poirier le champion de cette division-là. Puis même le gars, il se posé des questions, qui tu vas affronter après pour la ceinture? Il répond, j'aime plus le sport. Tu sais, je veux dire, tu vois qu'il y a eu le payday qu'il voulait. Fait c'est une division qui reste wide open. Il n'y a plus de Khabib au top. C'est encore wide open. Fait que oui, il y a encore du wiggle room pour jouer. Fait que même si le gars il en perd une, c'est pas la fin du monde. Puis ils vont avoir autant. Je pense que c'est le genre d'attraction inverse dans le sens qu'il ne va pas perdre du monde qui va l'écouter. Il va y avoir plus de monde qui vont l'écouter la prochaine fois pour voir comment il va se comporter. Puis tu vas avoir autant de monde qui vont le voir revenir au top. Tu vas avoir encore plus de monde qui vont vouloir se faire encore deux fois de suite. Fait que l'attraction va être encore bonne. Puis même s'il a perdu contre Khabib, il a perdu contre Nick Diaz, le pay-per-view en fin de semaine, il a probablement vendu 1,8 million, 2 millions. Il est dans le top 2, top 3 de tous leurs événements vendus. Je veux dire, même si le gars, il est poli, le cloud a descendu. Non, il n'a pas descendu. Puis ça va revenir quand même. Puis c'est un peu l'effet Floyd Mayweather que Floyd n'a jamais perdu, mais les gens vont venir te regarder pour perdre. Pour faire des mimes avec toi. L'Internet va toujours gagner dans ce sens-là. Fait il est dans le bon air du monde qui va faire. Peu importe, il gagne, il perd. Le gars il est tellement gros qu'il va rester quand même relevant. Ça va pas changer. Voyez-vous, vite comme ça, un changement de poids pour Conor ou on reste à ce poids-là? 145 livres, c'est plus possible. C'est plus possible. Puis 170, les gars ils sont trop gros. Les gros top, Kamaru Usman, c'est un monstre à côté de Conor McGregor. Je veux dire, il y a 2-3 pouces de plus. Il n'a jamais rien fait. On s'entend, il n'a jamais rien fait pour défendre une ceinture. Ce gars-là n'a absolument rien fait. Je suis désolé, il est champion, mais moi, il m'impressionne zéro pin ball. Kamaru Usman. Comment t'as dit? J'ai pas entendu, gars. Il y a un bon coup de talon sur le pied. Ouais. Il est bon pour ça. Ben, c'est un peu, les gens le décrivent un peu comme un crouch sniffer, là, un sniffer de couilles. Là. Dans le fond, il a tout le temps la tête dans tes deux jambes, puis il t'amène par terre, puis il fait pas tant de dommages. Mais ça reste le gars, il a quand même une dominance pareille. Là. Je ne peux pas y enlever ses skills. George l'a évoqué là, au début de la discussion. Moi, j'ai donné mon opinion là-dessus. Will et Anto, je vais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous achetez la théorie du possible combat fake pour une trilogie? Je ne penserais pas. Je pense que c'est très bon côté marketing, une trilogie, et pour Dustin Poirier et pour Conor McGregor. D'ailleurs, je pense que pour le dernier, pour le combat de samedi dernier, je pense que Conor a encaissé au total proche de 25 millions. Fait que 25 millions pour te faire TKO au round 2, je signe peu importe où, n'importe quand, mais non, je pense pas que c'est arrangé pour autant. Je pense pas que c'est arrangé pour autant. C'est juste, il y aurait eu ce paycheck-là quand même qu'il avait gagné. Non, je pense pas que c'est arrangé, mais c'est sûr que la trilogie, ils l'ont plugué tout de suite après parce que c'est sûr que ça va vendre. Là. Mais non, je pense pas que c'est arrangé. Non, c'est pas. Le sport est rendu trop gros pour ça. Il n'y a pas de théorie du complot. Je pense qu'on est dans une ère de ça, là, le monde théorie du complot. Non, c'est pas arrangé. La UFC savait, au fond d'eux autres, qu'ils gagnent. S'ils perdaient, il y avait un autre gros combat qui suivait. Mais l'UFC ne mettrait jamais Conor McGregor pour se faire abattre. Ils vont jamais dire OK, Poulain, va là-bas puis mange une volée. Parce que je veux dire, si ça aurait fait rincer pendant 5 rounds, ça aurait été pas mal pire. Mais qui mange une volée comme Calvin Kattar contre Max Holloway, on voit plus le gars de la même façon. Ouais. Là, TKO, ça arrive à tout le monde, ou pratiquement à tout le monde.
KO, TKO, c'est même les gars qui ont des chins de malades, qui sont capables de manger du dommage, à un moment donné, ça arrive. Fait que c'est quand même un scénario qui est acceptable encore. Là. Mais non, il n'y a pas d'arrêt. Tu ne peux pas fixer un combat maintenant. C'est impossible. Ma dernière question par rapport à Connor, s'il y a un match numéro 3, est-ce que vous affichez la même confiance? Pensez-vous qu'il va être capable d'aller rebattre Poirier? Écoute, ça va dépendre. Je te dis, ça va dépendre de qui affronte avant. Je ne sais pas si ça sera encore possible, mais si moi, avant ce combat-là, je vois Holloway contre McGregor, que McGregor remporte ça, je pense que la confiance est dans le tapis pour McGregor, puis je serais prêt à affronter Poirier, mais encore là, il faut que Connor se bat. C'est la seule question qu'il faut répondre. Il faut qu'il se batte parce que je te dis, s'il ne se bat pas, ça va être la même affaire. Là. McGregor va arriver très confiant, il va tout nous avoir, puis au combat, Poirier va être dominant. Honnêtement, si on se fie aux odds en ce moment, dans une trilogie, Connor est toujours favori. Les odds, c'est tel que tel, là, vous allez me dire. Mais je pense que ça veut dire beaucoup. Puis ça a été prouvé que quand il y a des rematchs, Connor arrive préparé puis motivé aussi parce qu'il prend la défaite très au sérieux. Puis il est très humble aussi, parenthèse. Là, il a vraiment pris la défaite comme un champion. Là. C'était vraiment beau. Puis Dustin aussi, qui a été très humble dans la victoire. Parenthèse. Mais je serais confiant à dire que Connor gagnerait le rematch. Ouais. Même chose, mais les odds vont être beaucoup plus serrés. Tu sais, quand j'ai vu les odds qui ont closé avant que le combat se parte, tu sais, Dustin Poirier à quoi? Plus 275, plus 300. C'est un peu un manque de respect rendu là. Je m'attendais. J'étais confiant pour McGregor, mais McGregor a moins 300 favoris. C'est 3 sur 1. L'autre, c'est un petit peu disrespectful. C'est un peu un gros manque de respect. Mais oui, je serais encore confiant parce que on l'a vu dans les rematchs aussi. Mettons comme contre Nate Diaz ou n'importe. Les gars, je suis sûr que vous voulez en parler. Il y a un autre gars qui s'est démarqué dans ce gars-là. Là. Je pense qu'il est bon pour le futur de la UFC. Ça a été assez expéditif, puis il m'a l'air assez show-off aussi. J'aimerais vous entendre là-dessus un peu. Un nom à retenir, Michael Chandler. Incroyable. Ce gars-là, il est arrivé contre Dan Hooker, un Dan Hooker qu'on pensait là, imbattable. T'sais, pour l'avoir vu maintes et maintes fois, là, Hooker, c'est vraiment un solide combattant. Là. Mais de voir Chandler qui arrive d'une nouvelle organisation, la coach justement était tellement en faveur de lui à cause qu'il ne se battait pas dans l'UFC. Puis Anto nous en avait parlé dans notre premier épisode que ça arrivait souvent, ça. Mais non, Michael Chandler a été sensationnel. Là. Quel combat au premier round. C'était une mitraillette de coups de poing qui est arrivée sur Hooker, puis on l'a vu, ça a fini assez rapidement. Ouais, Chandler, en fait, les vrais fans de MMA le connaissaient. Dan Hooker, oui, tough, mais je pense que c'était un bon match-up pour Chandler, dans le sens que le gars est capable. C'est un gars qui frappe très fort, Chandler, puis qui a de la lutte aussi. Puis Hooker, un gars qui encaisse beaucoup, puis qui venait d'encaisser énormément de dommages contre Dustin Poirier. Fait que c'était la bonne stratégie d'arriver très fort en commençant. Le moment au micro, après, c'est pas son caractère d'habitude. Je pense que là, c'était comme pour promouvoir un peu. Il y a des quotes de Ric Flair là-dedans au travers de ça, là, de la WWE des années 90. Je veux dire, c'est assez niche comme audience que tu fais. Là. Je pense que c'était plus une joke. Mais oui, effectivement, je pense que c'est lui qui ressort le plus gagnant là-dedans. Oui, Dustin Poirier gagne énormément de respect, mais Michael Chandler ressort gagnant de cette carte-là et de loin. Il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait, puis honnêtement, props à lui, c'était parfait. Puis honnêtement, moi, j'aimerais ça le voir d'un combat pour le titre parce que le gars, il est for real, puis il le mérite. Là. Ben écoute, mon gars, moi, je pense que ça a fait le tour. On a vu, là, il y a plusieurs galas UFC d'annoncer qui s'en viennent. Encore une fois, je pense qu'on peut vous remercier, messieurs. Là. Quel combat pour Ian McGregor qu'on a eu en fin de semaine. Yes. Merci. Juste, qu'est-ce qu'il faut surveiller là, prochainement dans cette division-là ou autre? Il y a plein de combats qui s'en viennent. Il y a beaucoup de combats pour les titres au mois de mars. Il y a 2 cartes avec 3 ceintures en jeu ou 4 ceintures en jeu. Il y a beaucoup de moments excitants qui s'en viennent février, mars. Là. On va pouvoir en reparler là, dans un autre vidéo. Assurément. Merci les gars, on se reparle de tout ça. Salut, boys! Salut. Bye. Yes.